Mettre l'intelligence artificielle au service du retail et de la grande distribution, c'est l'ambition de mon invité du jour qui a été choisi par un bro d'exception, Julien Tchernia, cofondateur d'Équateur. Et Julien, il nous a décrit mon invité comme une star absolue. Donc, ça nous promet un épisode de folie. Donc, avant d'entendre mon invité qui est Marine Bibal, je vous propose de vous abonner à la chaîne YouTube si jamais vous ne l'avez pas fait pendant ce jingle. Feuille blanche. 40 nuances de Sista. Salut Marine. Salut. Merci d'être venue jusqu'à nous. Tu nous viens tout droit de Montpellier. Absolument. Tu me disais, ça fait longtemps que j'habite plus à Paris et gérer les trajets d'un endroit à l'autre, c'est... Ouais, j'ai un peu galéré, mais je suis très contente mais d'être là. Mais ça y est, tu es là. Exactement. Tu vas nous en parler, mais tu te prédestinais pas forcément à entreprendre, à devenir entrepreneur, et pourtant tu as sauté le pas. On va parler d'autofinancement, on va parler de levée de fonds, d'investisseurs, de femmes dans la tech. Mais avant de commencer, je voudrais te dire que je suis vraiment ravie de recevoir une femme entrepreneur à la tête d'une boîte dans l'IA, parce qu'on y reviendra aussi, mais vous êtes encore trop peu nombreuses. Et donc, j'ai hâte qu'on commence cet épisode. Donc, comme je le disais en introduction, avec EasyPicky, parce que tu es la cofondatrice d'EasyPicky, tu veux améliorer la productivité des grandes marques et des grandes enseignes. Est-ce que tu peux nous expliquer quoi, comment et comment tout cela fonctionne ? Oui, merci pour cette super intro. Alors, effectivement, chez EasyPicky, on est spécialisé en intelligence artificielle et plus précisément en reconnaissance d'images. Donc, nous, on existe depuis bientôt 8 ans et notre boulot, c'est de reconnaître des objets. L'objet pouvant être un produit que tu achètes, mais aussi un packaging merchandising, une pub dans un magasin de beauté, etc. Et donc concrètement, on fournit une app à des industriels de la distribution au sens large. Ils filment et en instantané sur leur téléphone, il y a tout un tas d'informations qui s'affichent avec derrière tout un tas de KPI. Et notre grande particularité qui est unique au monde à date, c'est que nous, on fait ça en vidéo et en full offline. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'IA frugale, puisqu'on se sert uniquement de la puissance de calcul qui existe dans un téléphone tel qu'on les connaît aujourd'hui ou dans une tablette telle qu'on les connaît aujourd'hui pour faire tourner tous nos algorithmes. Donc, on est très loin de tout ce qu'on entend aujourd'hui, qui est absolument réel, sur toute la consommation d'énergie, le côté très énergivore qu'il peut y avoir pour faire tourner plein de scripts ou plein d'algos en IA. Nous, on est vraiment à l'opposé de ça. Donc ça existe effectivement. Et nous, on est vraiment à l'opposé de ça. Et on l'est depuis le début de la création de la société. Ça a toujours été un parti pris hyper fort de se dire un magasin, enfin un point de vente au sens large. En fait, c'est un milieu contraint. Souvent d'ailleurs tu captes pas. Absolument, en fait c'est une cage de Faraday. Même si t'as l'impression que t'as du réseau, il y a tellement de monde autour qui pompe le réseau que t'en as jamais assez. C'est un peu comme t'es dans un concert, tu te prends un selfie, tu veux l'envoyer à tes potes, en fait la photo elle part jamais. C'est un peu pareil en magasin. Donc nous on a décidé de bosser que sur du offline. Et puis c'est aussi un milieu contraint parce que t'as toujours des gens qui passent, des chariots, voilà. Et donc c'est pour ça aussi qu'on bosse sur la vidéo, où t'as pas besoin de t'interrompre. C'est pas grave si t'as quelqu'un qui passe devant toi, en fait, tu continues de filmer et du coup, tu continues à capter tout ça derrière. Et j'imagine que ça fait gagner un temps fou aux personnes qui avant faisaient des sortes d'inventaires. Oui, tout à fait, des inventaires ou juste ce qu'on appelle un peu des relevés de linéaires pour vérifier que les produits qui doivent être là et la façon dont ils doivent être là, est-ce qu'ils sont bien placés, à bonne hauteur, etc. C'est bien le cas. Ça fait gagner un temps fou et surtout un temps qui était complètement improductif. C'est pas du tout intéressant, en fait, de faire ça. Les gens qui passent en magasin, eux, ils sont là pour vendre ou pour parler de la nouveauté qui va sortir bientôt, etc. Donc, j'imagine que vous avez calculé le temps gagné. Ouais, ça dépend beaucoup de combien l'industriel a de produits en portefeuille. Ouais. On a des industriels, ils ont 2000 produits, donc autant te dire que là, le temps gagné, il est colossal. T'en as d'autres qui ont des produits beaucoup plus petits, mais qui, eux, en profitent pour faire du coup plein d'autres choses quand ils sont en magasin. Donc c'est bien sûr du temps gagné, mais c'est aussi de la donnée fiable et granulaire en fait pour les industriels, parce que sinon ils avaient une remontée de données tous les 3 mois en fait. On construit pas une stratégie de marque là-dessus, quoi. Voilà. Et donc vos clients sont principalement des marques qu'on retrouve en linéaire. Ouais, tout à fait. C'est des marques, des grandes marques connues. On travaille avec Danone, L'Oréal,
Nestlé. Ça, c'est pour de la distribution classique, mais on bosse aussi avec des gens comme Henkel Bricolage, par exemple. Ouais. On bosse aussi avec des marques de nutrition animale, des marques en pharmacie, AVA, ils sont en grande distribution, mais aussi en pharmacie. Voilà, et on travaille en France, mais aussi maintenant de plus en plus à l'international. On commence un projet au Brésil, là, bientôt, donc ça va être chouette. Et beaucoup en Allemagne, Espagne, UK. Voilà, c'est un peu notre terrain de jeu. Souvent, les entrepreneurs disent j'ai créé ce produit, cette solution parce qu'il me manquait quelque chose. Comment, en fait, c'est né, Easy Picky ? Alors, c'est une super question parce que moi, je suis pas du tout issue du milieu du retail. Moi, je suis issue du milieu de l'énergie à la base et de l'énergie renouvelable. C'est d'ailleurs comme ça que tu as rencontré Julien Tchernia. Absolument. Tu as travaillé avec lui. C'est comme ça que j'ai eu la grande chance de croiser Julien et de travailler avec lui et de vivre une super aventure professionnelle. En fait, comment c'est né ? C'est né chez mon associé, qui est quelqu'un qui a une capacité d'indécision face à un rayon de vin qui est extrêmement élevé. Et il se faisait beaucoup charrier pour ça, parce qu'il arrivait souvent en retard au dîner. Et qui s'est dit un peu comme ça, avec panache, qui s'est dit, vous allez voir, je vais créer une app où en fait je rentrerai 3-4 critères sur les bouteilles de vin, je filmerai le rayon et ça clignotera sur la bouteille que je dois prendre. Il a créé un petit proto comme ça, qui marchait. Donc déjà, quelque chose offline, voilà. Il arrivait plus en retard au dîner. Déjà, en vidéo. Il arrivait moins en retard. Et avec une bonne bouteille. Exactement. Donc, le cahier des charges était rempli. Et là, on s'est dit quand même, on tient un truc, en fait. Et on a commencé à réfléchir. On se disait, tiens, bon, peut-être que ça vaut le coup de commercialiser. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'adressait à du grand public. Et qui dit une app grand public dit en fait énormément de marketing autour. C'est surtout ça, en fait, le travail. Et nous, mon associé, il est issu d'un cursus d'ingénieur. En fait, à l'époque, il bossait chez Total. Et moi, pareil, dans les énergies renouvelables. On est quand même des gens qui aiment plutôt la tech, l'industrie un peu lourde, etc. On s'est dit, franchement, faire une app marketing, c'est pas nous. On va... tant qu'à créer un truc, autant créer un truc qui nous plaît. Et ça nous plaît bof. Et en même temps, de façon très très concomitante, on rencontre un pote de pote qui était en fait représentant des ventes chez Danone. À l'époque, Danone, pour monter, il fallait forcément faire du terrain. Ouais. Donc il y avait pas mal... j'ai fait une école de commerce, il y avait pas mal de copains à moi qui commençaient par cette porte-là. Et qui nous dit, mais tu te rends compte de moi, c'est quoi mon boulot au quotidien ? En fait, je vais voir des magasins, 5 ou 6 par jour, et une de mes tâches dans le magasin, c'est de compter les produits, en fait, enfin, de m'assurer qu'ils sont bien là. Tu pourrais pas me créer un truc pour me simplifier la vie ? Et en fait, c'est comme ça qu'on a, avant même d'avoir créé Easy Picky, c'est comme ça qu'on a tout de suite pivoté en se disant, ok, ça nous plaît plus, parler des industriels, ça nous plaît plus, enfin, voilà. Donc nous, on s'est tout de suite positionné sur du B2B et sur du très grand compte parce qu'on bosse qu'avec des très grands clients. Donc ça a donné lieu à pas mal de scènes un peu cocasses parce que au début, quand il y a des gens ils disent ouais mais nous on est Danone quand même, et vous leur répondez ouais mais nous ok on est Easy Picky. Il y a un sujet de positionnement où là pour le coup on a été aidés par le fait où on a tous les deux bossé dans des grands groupes avant et on connaissait. Donc tu connaissais un petit peu les règles, les codes, et comment passer le niveau des achats, etc. Et puis juste comment leur parler, être tranquille aussi avec ce qu'on fait, ce qu'on propose et pas se mettre dans un contexte un peu d'infériorité, quoi. Ouais. Voilà. C'est très important et très bon conseil d'ailleurs pour ceux qui nous écouteraient, s'ils ont demain à travailler avec ce type d'industrie et d'interlocuteurs. Ces gens, s'ils vous parlent, c'est qu'ils ont un intérêt, en fait. Faut pas, vous êtes au même niveau qu'eux. Enfin, là-dessus, il y a... Et surtout, vous pourrez leur apporter une super solution. Exactement. C'est qu'ils voient un intérêt dans la solution que vous avez. Donc, il faut y aller. On va revenir sur des premières fois juste après, mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes une boîte dans la tech et que au départ, et pas qu'au départ, sur de nombreuses premières années, vous avez été en autofinancement. Ouais. Quand souvent les boîtes de la tech, elles vont vite lever des fonds. Vous êtes resté 5 ans en autofinancement avant de faire une première levée. Ouais, ça, je pense que c'est à la fois lié à notre personnalité de fondateur, puisque nous, on est tous les deux des gens quand même très pragmatiques, et lié aussi à ce sujet de positionnement dont on parlait juste avant. En fait, nous, dès le départ, on a tout fait payer à nos clients.
Il n'y a aucune raison que ça soit gratuit. Et en plus, on savait très bien, de par nos expériences passées, que quand c'est gratuit, en face, ils mettent moins de ressources, moins d'intérêts, etc. Donc il faut qu'ils payent. C'était pas des sommes colossales, mais symboliquement, voilà. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à financer. Aussi, au départ, nous, on se payait pas. Enfin, la France, c'est quand même un super pays pour entreprendre. Au début, vous pouvez toucher le chômage, etc. Enfin, il y a plein de sujets qui posent problème aujourd'hui dans le contexte actuel sur toutes les aides, etc., qui peuvent être débattues, mais ça reste quand même un pays qui, moi, je trouve très chouette pour entreprendre. Donc, on a pu rapidement payer un premier salarié, mais nous, on se payait pas. Et oui, on est resté en autofinancement longtemps. C'était important aussi pour nous d'être pragmatique dans nos choix, en fait. Quand vous êtes en autofinancement, on peut pas s'envoyer en l'air sur plein de trucs. Il y a aussi une grosse tentation parfois dans des boîtes tech de multiplier un nombre de produits, de tester plein de choses. Ça peut être tout à fait adapté, hein. Chaque contexte est différent. Mais nous, dans notre cas, c'était très important d'être ultra spécialisé dans ce qu'on faisait, reconnu pour ça. Et du coup, le fait de ne pas avoir à disposition énormément d'argent, ça vous oblige, en fait, en tant que dirigeant, à des choix qui sont toujours des choix très sharp, en fait, des arbitrages constants qui, à mon sens, à la fin, vont gagner beaucoup en maturité de produit. Vous pouvez pas vous égarer, en fait. Vous avez faut rester focus. Exactement. Vous n'avez pas l'opportunité financière de vous égarer, en fait. Et ça, c'est quand même un gros moteur. C'est quand même, un gros moteur. Et puis, on a fini par arriver à un moment où c'était important de lever, mais du coup, on a levé aussi avec une techno qui était mature, déjà en étant rentable. En étant rentable, avec déjà des clients. Enfin, donc ça change tout, en fait. Mais c'est sûr que au départ, on a quand même mangé pas mal de pâtes, mon associé et moi. Non, je plaisante, mais ça a obligé à faire des choix. Nous, on faisait pas des séminaires incroyables, c'est sûr, au début, avec nos salariés, les bureaux, voilà, enfin, tout était compté. Tout était compté. Aujourd'hui, vous avez levé l'argent, tu peux nous dire combien ? Ouais, on a levé 5 millions il y a 3 ans. Ouais. Ça date déjà un petit peu, voilà. Et vos enjeux avec... alors j'imagine qu'il y a déjà un petit peu qui est parti depuis 3 ans, mais vos enjeux justement avec cette levée et ce... Eh ben, ils étaient doubles. C'était vraiment de renforcer un peu notre techno en embauchant un peu plus, donc de consolider, parce que nous, on est propriétaire en fait de nos algorithmes, on développe tout nous, et donc l'idée était vraiment de continuer à rester dans cette veine-là, tout en continuant à innover, donc proposer des nouvelles choses, etc. Ça, c'était le premier pilier de cette levée, et je pense que on a bien réussi là-dessus. Donc, on a vraiment étendu aussi face à nos clients. Enfin, on peut leur proposer des choses un peu plus complètes, une solution un peu plus complète. Et la deuxième, c'était l'internationalisation. Il est dur ce mot à dire. Il est dur ce mot et il est dur à faire. Il est dur à dire et il est dur à faire. Et en fait, c'est plutôt un sujet d'Europe, finalement, chez nous. Donc, nous, ce qu'on a constaté, en tout cas, c'est qu'en levant il y a 3 ans, finalement, il faut quand même, en tout cas dans notre secteur et sur notre tech, ça a porté ses fruits avec 18 mois. Le temps, en fait, de se staffer, le temps de... D'ailleurs, ça, c'est pareil. On s'est staffé très fort, vite. En fait, finalement, on est revenu à quelque chose peut-être d'un peu moindre. Toujours ce côté, je me rends compte, le sujet de la frugalité, du pragmatisme, c'est quelque chose qui existe depuis le début. On fait de l'IA frugale, on a eu un autofinancement en faisant des choix assez frugaux, finalement, assez bruts, en fait, de fonderie début. Et voilà, et même avec l'argent qu'on a levé, on a continué à revenir à ces fondamentaux qui sont vraiment dans l'ADN, je pense, de la boîte. Parce qu'à un moment, vous vous êtes dit, on a de l'argent, vous avez voulu recruter trop vite, tu penses ? Maintenant, je le vois comme ça. À l'époque, non, c'est juste, on a de l'argent, on a de l'ambition, on y va. Mais finalement, c'est pas, je pense qu'on a recruté trop, c'est qu'on est allé très vite sur certains recrutements où finalement, notre besoin, il était pas si bien calibré. Et puis, en fait, derrière, nos bases ont pas forcément permis de suivre aussi vite que ce qu'on pensait. Et donc, en fait, il a fallu revenir à un rythme plus réaliste. Mais je trouve que c'est pas évident dans un contexte start-up. On a l'impression, et d'ailleurs j'écoutais le super épisode de Laura Beaulieu qui parle aussi un peu de ça. On a l'impression qu'on est obligé d'aller toujours plus, d'être dans la surperformance, etc. Et moi, je m'inscris maintenant un peu en faux vis-à-vis de ça parce que en fait, à aller trop vite, on se prend un peu les pieds dans le tapis.
Et surtout, il y a aucune obligation en fait. Mais je sais pas, il y a cette espèce de biais que je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont. Et parfois, c'est hyper important en fait d'aller vite. Mais on peut pas aller vite sur tout le temps. Enfin, bien sûr, nous, on est dans un contexte qui est assez quand même concurrentiel, même si nos confrères, ils font pas ce qu'on fait, parce qu'on fait encore une fois de la vidéo et du offline. Eux, ils font plutôt de la photo et du online. Donc, c'est sûr, c'est important de continuer à innover, etc. Mais d'aller vite tout le temps sur tout, je suis pas sûre, quoi. Je suis pas sûre. J'ai plein de questions qui me piment comme ça dans ma tête, mais je vais commencer par la première, dans ce que tu disais. Donc, on a eu des choix raisonnés, et donc toutes les décisions que tu prends parce que t'as de l'argent, mais il faut quand même faire attention à cet argent, elles sont hyper sharp. Il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui disent avoir besoin à un moment d'avoir une prise de recul lorsqu'on gère une boîte. Donc, certains se passent par des mentors, d'autres très très tôt construisent des boards. Est-ce que vous avez fait le choix de l'un ou de l'autre? Alors moi, j'ai la chance d'avoir croisé dans ma vie professionnelle des gens hyper inspirants qui ont pu m'aider à une époque de façon non officielle. Ouais. Et un peu pareil pour le board. Je pense que parce que ni l'un ni l'autre n'étions du monde du retail, de toute façon, dès le début, nous, on a été quand même assez humbles sur en fait comment on fait, comment on navigue dans ce monde-là. Donc on a toujours été sollicité quand même des avis autour. Donc c'était pas sous un format de board officiel. Dans une salle, avec des tableaux dans tous les sens. Non. Mais par contre, ce qu'on a fait, et ce que je ne regrette pas du tout, alors que beaucoup de gens autour étaient en mode, non mais attends, c'est un nice to have. Nous, on a pris une RH très tôt. Voilà. On était 7, je crois. Et en fait, c'était top. Et c'était vraiment la bonne chose à faire. Et justement, ça peut être vu comme un côté un peu... Mais certains pourraient se dire, à 7, qu'est-ce qu'elle fait la RH? Eh ben, en fait, c'était pas notre... On a reconnu que c'était pas notre tasse de thé, nous, les sujets RH. Donc, et ça commençait à être dommage que ça soit pas notre tasse de thé pour les salariés historiques, pour plein de choses. Donc elle, très rapidement, elle a mis en place, vu qu'on avait... c'était au moment où on allait closer notre levée, on savait qu'on allait embaucher... pas mal de gens derrière. Elle a mis en place de l'onboarding, une culture de boîte, tout un tas de choses qui fait que, en fait, la sauce, elle a bien prise derrière, et tout le monde pouvait voir ça comme un peu un poste non essentiel. On regrette pas du tout, et j'entends beaucoup de gens qui ont monté plusieurs boîtes qui disent que plus ils montent de boîtes, plus ils recrutent des RH tôt, en fait. Donc je me dis, bon, ok, on a été l'intuition était la bonne. En tout cas, voilà, l'intuition était la bonne. Tu parles... alors, il y a quelques mois, on était au cœur de Vivatech, où on a fait 4 jours d'espace média, et le buzzword de Vivatech, c'était l'IA. En t'écoutant, et bon, je le savais déjà, mais en t'écoutant, il y a plusieurs formes d'IA. Toi, tu parles d'IA frugale, j'aime beaucoup ce terme. Comment, justement, on arrive à faire entendre son message? Il y a tellement de bruit autour de l'IA. C'est une bonne question, surtout pour moi qui suis pas hyper versée dans le marketing et dans les choses comme ça. Alors déjà, nous, on existe depuis 8 ans. Donc en fait, on était là... Hyper précurseur. Avant, ouais. Mais en fait, l'IA, d'ailleurs, c'est des maths. Enfin voilà, on était là avant qu'il y ait tous ces buzzwords. Finalement, je trouve que ça nous porte plutôt bénéfice, en fait, ce momentum là autour de l'IA, parce que tu vois, moi dans le retail, les gens quand on a démarré avaient plutôt tendance à regarder ça un peu d'un œil méfiant, en disant ouais mais ça va remplacer l'humain, etc. Et puis pourquoi il faut ce temps là d'entraînement, mais ça marche ou ça marche pas votre truc, alors que maintenant bon, je pense que tout le monde a au moins prompté une fois sur ChatGPT et tout le monde sait que en fait c'est ce que tu mets dans ton prompt qui te fait la qualité derrière, et ça nous aide en fait, finalement ça nous aide. Et après, sur le côté un peu buzz, bah, si tu veux, il y a 2 ans, moi, j'avais des clients qui me disaient, mais qu'est-ce que vous faites sur le métaverse? J'étais, rien. Enfin, en fait, moi, je fais pas du tout ça. Moi, je fais de l'image, je fais de l'IA frugale. Enfin, donc, je ne ferai rien sur le métaverse. Et tu vois, le métaverse, on n'entend plus du tout parler. Enfin, ça y est, voilà. Donc, nous, on est assez tranquille là-dessus. Et par contre, ouais, on salue le côté évangélisation que ça peut apporter, le fait qu'on en parle beaucoup. Voilà.
Tout à l'heure, tu disais, il fallait quand même qu'on s'entoure de personnes qui comprennent nos interlocuteurs, nos clients. Ouais. Récemment, à ce micro, je parlais avec Lucie Finet, qui est la directrice adjointe de la French Tech, et Jade Francine, la fondatrice de Womentain, du programme Je choisis la French Tech, qui permet justement de faire des liens plus fluides entre ces grands groupes et des startups. Vous en avez bénéficié? Vous avez participé à ce programme? Non, pas du tout. Vous en avez vu les bienfaits ou pas? Je salue Jade, qui est ma cousine. C'est pas vrai? Si, absolument, c'est ma cousine germaine. Et qui fait un super taf au niveau de Womentain et de la French Tech. Ouais. Non, parce que nous, on a eu la chance de faire jouer notre réseau personnel d'abord. Et puis, comme je te disais très rapidement, notre seul débouché, c'était les grands groupes. Donc en fait, on n'a pas eu à se poser la question de comment on fait. On les a attaqués frontalement. Il y avait un vrai pain point qui était réel chez eux. On a fait des démonstrations par la preuve. Nous, on a une solution qui est très très concrète en fait. Enfin, tu vois, tu comptes des produits en magasin. Enfin, t'as pas besoin de faire des prototypes très longtemps pour comprendre ce qu'on fait. Donc c'est comme ça qu'on a eu nos 2 premiers clients historiques. Et ensuite, le retail est quand même un milieu avec pas mal, entre guillemets, de consanguinité, puisque des gens qui ont d'abord travaillé chez Danone, tu peux les retrouver plus tard chez leurs concurrents directs, etc. Donc rapidement, en fait, on a eu un maillage comme ça. Donc c'est pas un programme dont on a bénéficié. Je sais même pas s'il existait il y a 8 ans. Non, il n'existait pas il y a 8 ans. Voilà. Mais en fait, moi, ce que je redis, c'est que c'est top que ça existe, mais je pense que une clé, et j'espère je suis sûre que le programme, il en parle, c'est vraiment le positionnement, en fait. Enfin, nous, on a beaucoup entendu, on était incubé au BIC à Montpellier, même dans l'incubateur, ils nous disaient, mais vous devriez commencer par des entreprises régionales. Il y a pas mal d'agro à Montpellier, d'agroalimentaire. Voilà, ça serait plus simple. Nous, on était, mais non, en fait, pourquoi? On est prêt, voilà, on est content du produit qu'on propose. Ah, mais vous allez vous faire rouler sur les contrats Danone. On était, pas du tout, en fait. Enfin, on va les négocier. Et c'est vrai que les premiers contrats qu'on a négociés, dès le début, on a eu un peu un côté, waouh, Easy Piqué, ils négocient. On était, bien sûr qu'on négocie. Enfin, bien sûr qu'on négocie. On n'est pas des bisounours. En fait, pourquoi on négocierait pas? Enfin, voilà. Et pour moi, en tout cas, dans ce secteur, encore une fois, qui est le secteur du retail et du très gros retail, le positionnement et la certitude d'amener quelque chose qui est vraiment quelque chose de chouette, ça nous a beaucoup aidé. Et j'espère que le programme, il va dans ce sens-là. Et tu parlais de Danone, donc ça a été un de vos premiers clients, le fait de travailler avec Danone qui est implanté dans plein d'autres pays, ça vous a aidé, j'imagine? Eh ben oui, mais moins vite que ce qu'on aurait pensé. Donc maintenant, effectivement, on commence à essaimer sur d'autres pays, mais en fait, c'est quand même long dans ces grands groupes. Vous avez, comme dans toute entreprise, des sujets qui sont des sujets un peu non objectifs, non mais c'est moi qui décide, c'est mon pays, c'est pas parce que vous, les Français, vous avez fait ça, moi en Allemagne, nanana. Et ça, en fait, c'est des sujets qui jouent un peu au long cours. Et puis, bien sûr, le pays historique qui a adopté la techno, il faut qu'elle soit absolument parfaite, en fait. Et au départ, déjà, je ne sais pas si une techno n'est jamais parfaite. Je suis pas complètement sûre de ça. Mais au départ, vous avez quand même un certain nombre de calibrages à faire avant qu'elle soit parfaite pour la France. Puis du coup, quand elle est parfaite pour la France, vous allez en Allemagne. L'Allemagne vous dit, ok, elle est parfaite pour la France. Mais moi, en Allemagne, et en fait, pour commencer, un espèce de cycle. Donc c'est long, ça aide, bien sûr, mais c'est long. Mais c'est long, En tout cas, tu nous montres qu'on n'est pas obligé d'entreprendre qu'à Paris. Tout à fait. Tu viens de Montpellier, il y a un bel écosystème à Montpellier. Ouais, Montpellier, c'est une super ville. Nous, on a choisi Montpellier parce que historiquement, quand même, un beau registre IT en fait. Donc tout ça, c'était avant Covid, avant beaucoup de télétravail. Donc il nous fallait un bassin d'emploi qui correspondait à notre structure, à notre tech. Et puis des super incubateurs. Donc je le disais, nous on a été incubés au BIC, on a été hyper bien accompagnés. Il y a quand même une fibre tech. Alors en ce moment pas mal medtech, mais tech en général, qui est super chouette à Montpellier. Et c'est vrai que aussi quand je parle avec certains entrepreneurs à Paris qui me disent non mais moi mon conseiller BPI j'ai rendez-vous dans 4 mois.
Moi, je connais pas ça, en fait. Voilà, à Montpellier, on se connaît rapidement tous. Il y a une facilité d'accès à l'info. Alors qu'en fait, derrière BPI, les règles, c'est les mêmes pour tout le monde. Tout à fait. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Et puis, post-Covid, on a récupéré pas mal de Parisiens un peu en déshérence qui avaient envie de voir autre chose. Ouais, et même des salariés qui étaient en mode, bah non, mais là, je suis sur Paris, mais c'est plus possible. En fait, je viens de passer 2 mois dans 40 mètres carrés. Je cherche un boulot à Montpellier. Et ça a été assez chouette aussi. Ça, c'est providentiel pour vous. Ouais, c'est trop bien ça. Ça ressemblerait à quoi un monde où toutes les marques auraient Easy Peasy? Ça serait un monde où en fait on aurait une donnée qui serait hyper exploitable, je pense, une donnée magasin, et surtout un monde où enfin on aurait une similitude de qualité entre ce qu'on voit aujourd'hui en e-commerce et ce qu'on voit aujourd'hui en point de vente. Je m'explique, il y a quelques années, en fait, on recevait tous les mêmes newsletters du même site sur lequel on avait acheté des choses, ou tous les mêmes suggestions de produits. Et en fait, maintenant, on voit que c'est calibré, mais au millimètre. On reçoit une newsletter, mais derrière, il est su que je suis une femme, que j'ai des enfants, que j'ai tel âge. Enfin, il ne viendrait plus à l'idée de personne de faire des communications génériques. Voilà. Et ça, c'est grâce à la donnée, en fait, que tout ça est possible. Et ben, en magasin, tout le monde s'accorde à dire que on consomme pas pareil à Dunkerque, à Avignon et à Bordeaux. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, personne ne sait quoi faire. On est quand même encore dans une exécution qui est très généraliste, où en fait, il y a assez peu de place pour des exécutions beaucoup plus régionalisées, ou même encore plus que ça, magasin par magasin. Et ça, c'est parce qu'en fait, on est aveugle sur ce qui se passe en magasin. Donc en fait, demain, un monde avec Easy Peasy, c'est aussi un monde qui permet cette finesse-là, cette finesse de proposition-là, qui est maintenant légion en e-commerce et qui n'existe pas tellement en physique, en fait, pas assez en tout cas. Et vous avez déjà des business cases, comme on dit, ou des cas en fait où justement une marque a pu adapter et où vous avez été hyper révélateur? Ouais, on est en train d'en travailler plusieurs là avec des marques qui poussent très fort justement sur ces sujets de données, qui sont pas forcément d'ailleurs les plus grandes marques, hein, mais oui, et qui vont aller au niveau du magasin ou dire en fait ce produit-là que je croyais être mon super produit, bah ouais, c'est mon super produit dans 80% des magasins, mais en fait ici il se vend pas, donc pourquoi je le mets? Mettons-en un autre. Voilà. Et ça, c'est hyper excitant, quoi. Moi, j'adore cette idée de me dire, il y a aucune raison, maintenant qu'on sait que le magasin physique ne sera jamais mort. À une époque, on disait, ouais, le magasin, ça va mourir, etc. Non, en fait, il ne mourra jamais. Il y a aucune raison que, en fait, on n'ait pas cette finesse-là, cette beauté d'exécution-là qu'on a, en fait, sur l'e-commerce, quoi. Voilà. On va lancer notre petite rubrique avec notre partenaire YouSign. Le contrat. Avec YouSign. YouSign qui est solution de signature électronique française. Cocorico, on est très très fiers de les avoir comme partenaires sur ce format 40 nuances de Next. Et on s'est dit que la vie d'un entrepreneur, elle était jalonnée de plein de premiers contrats qu'on signait. Et j'aimerais bien savoir lequel t'a marqué et pourquoi. Eh ben oui, les premières fois, c'est toujours quelque chose. Effectivement, je me suis toujours dit qu'Easy Peasy serait une vraie boîte quand on aurait signé notre premier contrat client. Qu'avant, c'était une tech, en fait, mais que c'était pas une boîte. Et pour moi, c'était hyper différent. Pour mon associé, ça forme un tout, mais moi, je dissociais ces deux choses. Notre premier contrat, c'est celui qu'on a signé avec Danone, en fait, qui est notre client historique, qu'on a mis, je sais pas, des mois à signer, qu'on a signé en plein confinement. Donc c'était à distance? C'était à distance. D'ailleurs, YouSign, c'est ce qu'utilise notre legal advisor. Donc voilà, on les connaît. Et en fait, c'était lunaire quand j'y repense, parce que il nous posait des questions. Donc on a toujours été hyper bien accompagnés. C'est la même personne qui nous accompagne depuis le début. Mais il y avait quand même des sujets business sur lesquels il fallait qu'on se positionne. Et nous, on n'y connaissait rien, en fait. On connaissait rien au retail, on connaissait rien au SaaS. Et donc je me rappelle d'une session où il nous disait, mais vous avez quand même plusieurs formules dans votre solution. Enfin, donc on était là, oui, bien sûr, pas du tout. Ok, mais du coup, c'est quoi le prix?
Nous, on était, je sais pas, vous, qu'est-ce que vous voyez comme scope de, par exemple, la solution Silver, la solution Gold, puis solution Platinum, qu'on n'arrêtait pas de leur renvoyer comme ça des questions, parce qu'en fait, on n'avait aucune idée. Et je nous revois un soir faire, bon, ok, on met quoi comme prix? On était là, bon, ok. Et en fait, on a vraiment fait un peu quelque chose comme ça, qui s'est avéré tomber juste. Alors, on avait un peu benchmarké, mais nous, on est dans un secteur où les prix sont pas hyper... ils sont pas vraiment dévoilés, enfin il y a pas beaucoup d'études de marché, enfin donc voilà, puis il y a un peu un côté aussi où le prix, on n'a pas une construction de prix sur quel est notre coût, on a une construction de prix sur qu'est-ce que le client est prêt à payer, qu'est-ce qu'on lui apporte comme valeur. Et au démarrage, c'est dur de se positionner là-dessus. Donc voilà, ça, j'ai un souvenir, mais maintenant assez émouvant de ça. Et en fait, en face, l'équipe, ils savaient très bien que c'était notre premier client, donc ils nous ont aussi aidés à avancer là-dessus, mais c'était pas excessivement professionnel. Voilà. Mais ça laisse des souvenirs. Ça laisse des souvenirs assez impérissables. Ouais. Je propose qu'on continue sur les premières fois, ta première déception. Je crois que c'est quand on a perdu notre premier salarié historique pour plein de raisons, et en même temps, moi, quand je me revois salarié. En fait, une boîte comme EasyPicky, ça change tellement vite. Vous y arrivez pour certaines raisons, mais entre-temps, voilà, tout a évolué et c'est aussi normal d'en partir. Enfin, la plupart des gens qui bossent en start-up sont quand même des gens assez jeunes. C'est normal de vouloir plein d'expériences aussi. Moi, voilà, on forme les gens, etc. Mais il y a quand même, parfois il y a un attachement qui est pas forcément professionnel. Alors qu'en fait, c'est très sain de vouloir voir d'autres choses. Ouais. Et parfois de revenir aussi. Il y a des cas comme ça, des gens qui reviennent. Ton premier doute? Moi, j'aime les gens qui doutent, donc j'en ai tout le temps. J'aime beaucoup cette chanson. J'en ai tout le temps, en fait. Tu veux la chanter? Non, je chante comme une casserole. J'oserais pas, mais les paroles sont hyper poétiques. En fait, à l'inverse, je pense que les gens qui ne doutent jamais, c'est un peu bizarre, enfin, voire un peu flippant. Je doute tout le temps. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on fait assez? Comment faire mieux? Enfin, voilà. Moi, je suis tout le temps en train de questionner la façon dont on avance, l'intensité qu'on y met. Et je questionne en ce moment particulièrement beaucoup le côté surperformance qu'il faudrait peut-être avoir, et en fait je suis plus du tout sûre de ça, et donc je doute de certains jalons qui ont pu être mis autour de ça, à titre perso notamment, oui. Pas tellement non plus qu'au niveau de la boîte, mais voilà. Allez, un petit dernier pour la route. Ton premier ego trip? Mon premier ego trip, ça a été quand ma grand-mère m'a envoyé un message en me disant « Je t'ai vu sur BFM, ma chérie, mais tu n'étais quand même pas très bien coiffée. » Voilà. Et en fait, voilà, j'avais fait une interview il y a quand même super longtemps, et je lui avais pas dit, en fait, parce que moi, la famille, c'est la famille, et le pro, c'est le pro. Mais bon, elle regardait beaucoup BFM, et son message m'avait fait rire, parce que bien sûr que j'avais essayé de bien me coiffer. Je m'étais dit, c'est pas possible, ce texto. Ça avait quand même fait hyper plaisir, parce que ça avait mis du concret sur ce que je faisais. Parce que oui. Sinon, parce que c'est pas toujours évident d'expliquer. D'ailleurs, t'expliques comment à tes enfants ce que tu fais? Alors, moi, j'ai 3 enfants. Les aînées, elles sont maintenant en capacité non seulement de comprendre un peu ce qu'on fait, mais surtout, elles s'amusent à tester un peu les apps en rayon, parce que c'est hyper simple, en fait, d'utilisation. Donc, elles voient un peu ce qu'on fait. Après, elles comprennent pas... Elles voient surtout les gens avec qui on travaille, en fait. Ouais. Elles comprennent pas tellement derrière l'usage. Mais qu'est-ce qu'elles disent à leurs copines de classe? Ou qu'est-ce qu'elles disaient quand elles étaient un peu plus petites? Ouais, en fait, elles malmenaient un peu le message. Alors, elles ont bien compris qu'on faisait des maths, mais elles pensaient qu'on faisait des maths pour... mieux dimensionner les yaourts, etc. Elle croyait qu'on était un peu dans la création du produit fini. Voilà. Ah, c'est intéressant. Elle disait, tu vois, ils calculent parce qu'en fait, du coup, des fois, les paquets, ils sont pas bien, ils ont pas la bonne taille. Donc, elles avaient fait un espèce de raccourci comme ça. Elle disait, non, mais du coup, ils font des nouvelles recettes. Non, pas du tout. Et là, la réunion parents d'élèves avec la maîtresse. Ah bah, la maîtresse, elle nous a avoué nous avoir googlé parce qu'elle avait rien compris à ce qu'on faisait. Et du coup, et en vérité, voilà, après elle a atterri, effectivement. Ouais. Au bon endroit. Ouais, au bon endroit, tout à fait.
C'est quoi le plafond de verre que tu as dû faire sauter pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Déjà, celui qui était dans ma tête. Ouais. Franchement, qui s'était insidieusement installé. Voilà. Qui disait je peux pas le faire? C'était même plus insidieux que ça. C'était je veux pas trop le faire. Je crois que j'ai pas trop envie d'aller là-bas. Mais en fait, c'était pas je veux pas derrière. C'était je veux pas parce que je sens que ça va être compliqué. Et en fait, tout ça, c'est pas forcément ce qui s'est passé. Enfin, c'est très compliqué d'entreprendre. Je pense que tous les gens qui passent à ce micro doivent le dire, mais pas forcément pour les raisons que moi je m'étais imaginé. Maintenant, j'avoue que j'y suis beaucoup moins confrontée parce qu'on commence à être connus, les gens savent que je suis la fondatrice, voilà. Mais c'est vrai que par le passé, il y a quand même parfois des gens, et pas forcément des clients, mais des fois des partenaires qui commençaient à m'expliquer l'IA. J'étais là. Ouais, ok. Enfin, mais bon, moi, dans ces cas-là, je peux être assez sèche et donc généralement, ça se stoppe rapidement. Et il l'expliquait parce que il pouvait remettre en cause quoi ta capacité d'entrepreneur, parce que tu étais une femme, parce que le mix des deux. J'en sais rien en fait, parce qu'en vrai, j'ai l'impression que c'est un peu propre à chacun. Ce que je sais, c'est que mon associé n'avait jamais le droit à ce traitement-là. Ouais. Je pense que c'était un mélange de moi aussi, je sais sur l'IA. Un mélange aussi de je m'écoute un peu parler et j'ai l'habitude qu'on m'écoute parler et donc là je vais te parler de l'IA et je vais te faire un cours, voilà, et moi j'étais en mode en fait ouais, très bien, donc voilà, c'est un mélange de plein de choses, mais parce qu'on arrive aussi tous avec voilà nos bagages, enfin c'était pas tellement dirigé contre moi. Ce que je veux dire, c'est que ce que je voyais là sur l'IA, je le vis aussi dans ma vie quotidienne. Je vous donne un exemple. J'habite à la campagne et l'autre fois, j'ai sorti quelqu'un du fossé. Il s'était foutu dans un fossé. Et en fait, je sais très bien comment faire. Je l'ai fait plein de fois. J'ai une sangle dans ma voiture. Et il commençait à m'expliquer, ouais, vous avancez un peu comme ça. J'étais là. Je lui dis, c'est quand même vous qui vous êtes mis dans le fossé. Donc moi, je vais vous en sortir. Oui, oui. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que dans le milieu professionnel, ça arrive sur mon domaine d'expertise. Mais en vérité, ces comportements-là sont répandus à plein de trucs. On n'aurait peut-être pas dit à ton mari comment faire. On ne l'aurait jamais dit. Voilà. Et donc, en tout cas, sachez que si vous croisez le mari et que vous êtes dans le fossé, elle peut vous sortir du fossé. J'ai une sangle dans ma voiture. Elle a une sangle dans sa voiture. Voilà. Très utile, très pragmatique encore. Allez, je propose qu'on passe là. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Marine, on l'a dit, tu viens de le dire, toi, tu aimes bien de pas être des villes, en fait, d'être de la campagne, de prendre le temps, de faire les choses, etc. On l'a dit aussi, tu t'es pas dit, tiens, je vais être entrepreneur. Alors certes, t'as fait une école de commerce, mais tu t'es pas dit, tiens, je vais être entrepreneur. T'es passé par le salariat avant de faire tout ça. Mais moi, j'ai toujours une question que j'aime bien poser à mes invités. C'est à quoi tu rêvais, toi, quand t'étais petite fille? Je rêvais pas du tout à ça. Moi, je rêvais à l'histoire de l'art et à faire l'école du Louvre. Que j'ai pas fait, en tout cas pas encore, mais j'ai pas dit forcément mon dernier mot. J'ai une passion pour le médiéval, en fait, et le Moyen-Âge. Et d'ailleurs, juste après le confinement, c'était mon cadeau post-confinement. Je me suis inscrite au master d'histoire médiévale de l'université d'Aix-en-Provence, que j'ai réussi à boucler en parallèle d'Easy Peasy et des enfants. Et c'est un truc qui était une grande fierté, ouais, pour moi. C'était très cool de faire ça. Et c'est pour ça que je dis que j'ai pas dit mon dernier mot. On verra. Et tu te voyais conservatrice Ouais, par exemple, conservatrice de musée. Ou bosser, tu vois, pour une maison d'enchères ou des choses comme ça. Et c'est rigolo parce que le médiéval et l'IA, enfin, il n'y a pas plus, voilà. Oui, là, il y a un petit grand écart. En termes de failles spatio-temporelles, on est pas mal. donc, en tout cas, je me rassure, parce que si tu m'avais dit, quand j'étais petite, je rêvais de l'IA, je me serais dit, waouh. Du tout. Non, je te dois l'honnêteté. Je crois que je vais te lancer une question surprise. Bonjour Marine, c'est ton parrain, Louis Mareille, tu sais, le régnologue. Alors j'ai une question pour toi. Tu sais que j'ai la conviction que nous avons toutes et tous une magie. Une combinaison unique et subtile faite de talent, d'appétence et d'attitude. Une magie
qui nous amène à faire des choses mieux que personne. Alors Marine, c'est quoi ta magie ? Peut-être juste pour donner un tout petit peu de contexte avant de répondre. Louis Vareille, effectivement, c'est mon parrain. C'est aussi il a créé donc l'école de la réuniologie. Il révolutionne comment on conduit des réunions en entreprise. Franchement, je vous invite à faire appel à lui. Il est incroyable. T'appliques chez EasyPicky. Ouais, qu'on essaye d'appliquer. En tout cas, on en a retiré certains grands concepts qu'on garde encore maintenant. Et surtout, avant ça, c'est quelqu'un qui a travaillé chez Danone et qui nous a pas mal aidé aussi à calibrer notre projet. Et donc, je voulais aussi le remercier pour ça, à ce micro. C'est quoi ma magie ? Je pense que je suis... en tout cas, dans le contexte professionnel, j'ai jamais vu comme une fin en soi de créer une boîte. Et ça aide à garder les pieds sur terre. Moi, je me suis jamais cachée d'une forme de vulnérabilité, de choses comme ça. C'est hyper dur, en fait. Moi, je pensais pas que ça serait si dur, mais c'est aussi hyper chouette ce qu'on peut traverser. Et j'ai essayé de jamais trop me blinder. Autour de ça, en tout cas, je pense que je le dévoile régulièrement, en fait. Et alors, je sais pas si c'est une forme de magie, mais je suppose que ça crée un peu quelque chose, en tout cas une sensibilité qui aussi me resserre tout le temps, en fait, derrière. Voilà. Louis, il avait une autre question qu'il n'a pas posée là, mais il se demandait qu'est-ce que tu avais pris comme qualité de chacun de tes parents. Et il a rajouté et de ton parent, bien sûr. Ouais. Alors, de mon parent, je ne sais pas, mais de mes parents, je pense que de mon père, j'ai pris un grand goût du travail. Enfin, voilà, un sujet sur la valeur travail, mais aussi sur l'importance de la famille. Et en fait, c'est en ça que cet équilibre, il est important. Moi, je pense que je pense que si je n'avais pas eu d'enfants, j'aurais peut-être explosé en plein vol. Le fait d'avoir des enfants, en fait, ça vous oblige à revenir à un moment, à un quotidien, en fait, c'est hyper important d'accompagner la sortie scolaire, à faire des choix qui sont des choix qui remettent un peu d'humain et qui font redescendre la pression. Et mon père a toujours eu cette double casquette-là qui, je pense, du coup, a joué un peu comme une forme de rôle modèle. Et ma mère, elle a toujours... c'est marrant parce qu'elle met pas cette étiquette-là, mais en fait, elle s'est toujours considérée à l'égal des hommes, en fait. Et du coup, et elle s'est jamais trop laissée démonter par qui que ce soit, en fait. Elle était professeure, c'est ça ? Ouais, elle était prof de maths, agrégée de maths. Mais dans le quotidien, je la voyais interagir de façon très, 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 très OK, en fait, avec tout un tas d'hommes, que ce soit... des gens qui faisaient des travaux, que ça soit un collègue de maths, et elle nous a toujours aussi, donc nous on est 3, j'ai un grand frère et une petite sœur, et elle nous a toujours vraiment dit non mais attends, tu vaux au moins ça, mais pourquoi il te répond ça? Non mais attends, tu vas quand même pas le laisser te dire tel ou tel truc. Et assez jeune en fait. Enfin voilà. Donc toi, ça t'a jamais été un sujet, et parce que t'as grandi justement avec cette image-là en fait qu'on pouvait être légal. Ouais, en tout cas, je m'étais jamais trop posé la question avant d'arriver dans mon travail. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle avait une forme de confiance en nos capacités, en nos capacités aussi à juste nous déployer tel qu'on est. Et ça a jamais été un sujet, le fait d'être une fille dans cet ensemble de possibles de déploiement. Ouais, c'est ça qui était chouette, en fait, je pense. Tu l'as un peu dit sur ce que tu prenais du côté de ton papa. Il y a une vraie question souvent qui se pose chez les entrepreneurs, c'est la question du temps et de la relation au temps. Comment, selon toi, on gère son temps quand on est entrepreneur? C'est quoi, toi, tes conseils en la matière? Alors moi, je suis un peu une dingo de l'optimisation du temps. Déjà, je pense qu'il faut qu'on sache qu'on n'est pas tous égaux face à une forme de productivité. Voilà, on bosse tous de façon différente. Il y a des gens, ils ont besoin de procrastiner avant de se mettre à être créatifs très fort. Il y a d'autres gens, ils peuvent tout de suite dérouler et exécuter plein d'étapes. Et ça, il faut déjà bien se connaître. Je dirais, c'est dans quel team vous êtes.
Et après, moi, la façon que j'ai de travailler, c'est que je note tout, en fait, ce que je dois faire dans mon agenda, même par tranche de 10 minutes. Souvent, les Outlook, ils vous paramètrent le truc à coup de demi-heure. Mais, donc, du coup, vous vous retrouvez avec plein de choses en parallèle à faire, alors que certaines tâches ne prennent que 10 minutes. Voilà. Et après, c'est des trucs classiques. Moi, je le fais assez naturellement, mais quelles sont les priorités, en fait? Donc, tous les matins, je m'organise autour de quelles sont les priorités. Mais en fait, pas les priorités, mes priorités. Et je construis vraiment mon agenda au jour le jour autour de ça. Et des fois, ma priorité, ça peut être d'aller déj avec une amie. Et en fait, du coup, l'agenda, il sera construit autour de ça. Mais c'est sûr qu'on court après le temps. Mais moi, par exemple, j'ai quand même pas mal arrêté de rebosser très tard le soir. En fait, c'est un mauvais calcul sur le long terme. On peut le faire de temps en temps, mais il y a un moment, vous avez quand même besoin aussi de vos pleines capacités physiques pour pouvoir délivrer et être aussi juste de bonne humeur, vous sentir bien. Enfin, je pense que ce rapport au temps, pour moi, je le lie aussi pas mal à comment vous vous sentez, en fait, à votre bien-être. Si vous sentez pas bien le rapport au temps, et ça tire vite, tout de suite ça pique, quoi, en fait. Et donc c'est pour ça que moi les deux se répondent un peu. Et toi, tu fais des choses en particulier pour justement, tu vois, souffler, te dire ok, là il faut que je m'aère l'esprit. Je vais pas parler que de maths et d'IA. J'ai besoin de reprendre mon souffle. Ouais, j'en fais plein. L'histoire médiévale. Oui, tout à fait. Voilà, je suis une immense lectrice et moi je fais un boulot où je rencontre quand même énormément de gens, alors que dans le fond j'aime la solitude. Donc, c'est pas toujours évident pour moi. Et donc, régulièrement, je m'offre une parenthèse où je fugue et où je pars loin de à la fois mon quotidien professionnel, mais aussi mon quotidien familial, qui est également assez dense. Et là, par exemple, à la fin du mois d'octobre, j'ai suivi une copine qui m'emmène toujours dans des trucs un peu barrés. Et on est allé jeûner une semaine, voilà, faire de la rando jeûne. Et l'année d'avant, elle m'avait emmené faire du yoga du froid en Italie. Voilà. Donc régulièrement, je fais ça. En vérité, ça peut être aussi juste un week-end, une expo, un ciné seul. J'adore faire des trucs seul. C'est ça ma respiration. C'est ce qui te permet de te recentrer. Ça me renourrit derrière. Donc être seul quand on a aussi une famille, c'est pas toujours évident. J'ai une autre petite question surprise. Vous avez un message. Marine, pourquoi un troisième enfant? Alors ça me dépasse. Non mais Julien... Donc tu as reconnu la voix. Absolument, c'est donc la voix de Julien Tchernia, qui est quelqu'un qui a beaucoup compté dans mes choix professionnels, qui continue de beaucoup compter. Julien, c'est le président cofondateur d'Équateur, qui est une super boîte d'énergie renouvelable qui cartonne, qui est passée à ce micro peut-être. Exactement. Absolument. Et voilà, et qui a été vraiment mon premier, la première personne où je me suis dit dans ma vie professionnelle, en fait, ce manager, je l'adore. Parce que moi, j'avais toujours eu des managers, soit qui m'indifféraient un petit peu, soit qui étaient sympas, mais voilà, je l'adore et il m'inspire. Et donc, je me suis dit que c'était possible, que c'était cool, que c'était vraiment top. Voilà. Donc, ça dépend de plein de choses, mais Julien est quelqu'un d'hyper inspirant, effectivement. Sur le troisième, parce que j'en avais envie, parce qu'on en avait envie, que te dire, Julien, d'autre que ça? Non, peut-être un mot sur le choix et le fait que j'avais pas envie que mon espace professionnel me grignote d'autres parties de choix personnels que je pouvais faire. J'ai pas forcément envie de choisir entre tout ça. Voilà. Et donc ça s'est imposé un peu comme ça. C'est pas bien sûr que je vais pas raconter d'histoire. 3 enfants en ayant une boîte, voilà, c'est sportif. Les deux étaient déjà nés au moment où t'as lancé. Non, j'en ai eu une deuxième. Ma deuxième est née juste de façon un peu concomitante. D'accord. Et là, le troisième est tout petit, à 7 mois. Et voilà. Et en fait, c'est juste un choix. Et on n'a qu'une vie. C'est quelque chose qui m'anime pas mal. On n'a qu'une vie. Donc voilà. Qu'est-ce que toi, t'as envie de transmettre à tes enfants? Alors, j'ai donc 2 filles et un petit garçon. J'ai envie de leur transmettre que, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont possibles et que surtout, rien n'est écrit forcément d'avance. Moi, je me destinais pas du tout à faire ça. J'en avais
même pas envie. Enfin, en école de commerce, le cours que j'ai le plus détesté, je pense, ça a été le cours de création d'entreprise. Je m'en rappelle comme si c'était hier, du côté laborieux que j'éprouvais à chaque session pour essayer de sortir une idée, de machin, faire un business plan. J'ai trouvé ça hyper abstrait. Voilà, et je pense que ce que j'ai aussi envie de leur dire, c'est que la vie, elle a quand même beaucoup plus d'imagination que nous. Et donc, il y a un moment, il faut aussi garder les yeux grands ouverts, cette forme de curiosité. Moi, je crois en fait que si j'ai créé une boîte, c'est parce que j'adore apprendre, en fait, et que c'est une école de l'apprentissage qui est incroyable. Voilà, et je pense que c'est ça que j'aimerais leur dire. Et ça, c'est une clé pour aussi les entrepreneurs, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Cette curiosité-là qui nous anime, c'est quand même un moteur qui est fou. Ouais. Donc, voilà. Alors, je te rassure, il avait une autre question, Julien, pour toi aussi. Marine, comment tu trouves, en tant qu'entrepreneuse, le temps de continuer tes combats féministes ? Oui, effectivement, c'est des choses qui m'animent beaucoup et dont on discute pas mal avec Julien. Donc, c'est chouette qu'il me pose cette question. Pour moi, il y a pas du temps à caler sur les combats féministes, ils se vivent. Donc, c'est un peu comme comment tu trouves le temps de respirer et de... Voilà. Ils se vivent parce qu'en fait, c'est des sujets de chaque instant. En tant que femme, tous les jours, vous avez l'occasion de porter une parole, de faire une remarque à quelqu'un qui vous semble se positionner de façon un peu déplacée. En plus, encore une fois, avec des enfants, c'est aussi l'occasion de vraiment expliquer un certain nombre de choses. Après, moi, je suis pas du tout une militante au sens terrain du terme. J'en ai pas exactement la possibilité actuellement, et c'est quelque chose d'ailleurs que je regrette. Néanmoins, je suis quand même dans un certain nombre d'assauts, notamment de mise à l'abri de femmes victimes de violences conjugales. C'est des choses qui peuvent me parler, mais j'ai pas le sentiment que ça me prend du temps sur autre chose. Mais peut-être parce que ça me constitue aussi et que je ne vois pas ça comme quelque chose que je dois caser au même titre qu'il faut que je case un rendez-vous chez le dentiste. Voilà. Pas du tout. Mais, et puis en tant qu'entrepreneuse, toujours, en fait, votre entreprise, c'est aussi un terrain de possible qui est hyper important. Donc, cette réflexion-là, elle se mène aussi sur ce terrain-là. Et elle se mène... pareil, à tout instant, quand vous avez des réflexions RH, des choses comme ça, des programmes que vous souhaitez lancer, de la formation, de la RSE, en fait, ça se glisse partout. C'est quand même très universel comme cause. Voilà. Et tu veux citer quelques assos dans lesquels tu t'investis ? Oui, donc je bosse avec une association en PACA qui s'appelle Mise à l'abri, voilà. Et je bosse aussi avec une association qui s'appelle Maison Rurale, qui est sur mon secteur et qui pour le coup est pour plutôt les jeunes femmes, voire encore les adolescentes. Ok. Voilà. Pour les aider dans les mettant à l'abri de violences. Oui, ouais, absolument, ou de certaines ruptures familiales ou de choses comme ça. Ouais. Tu peux rire. Le jingle est formidable. On a compris qu'il y a plusieurs causes que tu embrassais, que tu avais envie de défendre. En tout cas, si demain tu devenais présidente de la République, toi Marine, qu'est-ce que tu aimerais prendre comme première mesure ? C'est une super question. Il y a tellement à faire. Et après, parfois quand on est entrepreneuse... il y a un côté où on peut attendre qu'on mette une cape de super-héroïne. Donc là, je vais vraiment me mettre dans une position de présidente et pas que d'entrepreneuse. Moi, une cause qui me rend quasiment dingue, c'est la façon dont on gère l'enfance en France. Donc sous toutes ses facettes. Je nous trouve vraiment pas du tout assez ambitieux, en fait, là-dessus. Donc que ça soit sur des sujets de scolarité, que ça soit sur des sujets de petite enfance, mais aussi effectivement de violences faites aux enfants. Alors, c'est compliqué parce qu'il y a des gens incroyables qui travaillent dans tous ces secteurs-là que je viens de citer. Mais moi, ce que je questionne et que, du coup, ce que je mettrai en place, c'est une ambition un peu au sommet, une mise en mouvement
qui me semble assez faible. Et en fait, on parle des citoyens de demain, donc il y a beaucoup de choses qui se jouent, et maintenant même les neurosciences le prouvent, qui se jouent très très tôt. Et moi, c'est ça qui me rend vraiment dingue, c'est que je peux comprendre qu'à une époque, il y avait une forme d'intuition sur le fait que beaucoup de choses se jouaient tôt. Et donc, il y avait peut-être un côté de pari, de est-ce qu'on investit sur ces secteurs-là, parce que dans le fond, peut-être que, en fait, à 15 ans, c'est pas trop tard, ou voilà. En fait, maintenant, on sait que les choses se jouent très tôt. La science l'a prouvé. Et pour autant, on ne prend pas des mesures suffisantes qui vont dans ce sens. Donc, je comprends pas que ça soit un parent pauvre c'est très très pauvre de la politique aujourd'hui. C'est un truc, c'est en dehors de mon champ de compréhension. Voilà. Et quand on parle avec des gens qui travaillent dans ce milieu du social, il manque de moyens, il manque de personnel, Absolument. il manque de structure. Et il manque, je pense, aussi un peu de vision de où est-ce qu'on va, parce que eux, ils ont vraiment, il y a des gens, je le redis, il y a des gens incroyables qui travaillent, que ça soit au niveau de l'éducation nationale, de la petite enfance, ou même des enfants placés, enfin voilà. Mais ils travaillent avec leurs moyens, leur vision, à leur échelle. C'est parfois une échelle juste d'une école ou d'un département. Et en fait, ça manque cruellement d'impulsion, quoi. Ça manque cruellement d'allant. Enfin, moi, ça me rend dingue. Et c'est sur ce sujet aussi que travaille Maison Rurale ? Ouais, en partie, ouais. En partie. Que t'accompagnes. Ouais. Bah, vraiment, moi, je suis très, très, quand même, je suis pas un soutien hyper actif, c'est ça que je veux dire. Je reste très humble là-dessus. C'est des choses qui sont en réflexion chez moi, personnellement, pour que ça prenne beaucoup plus de place chez moi, mais aujourd'hui, ça reste modeste. Mais si tout le monde est modeste, on pourrait faire quelque chose de canon, en vérité. Et rien que d'en parler à ce micro, voilà. Ça va permettre de donner de l'écho. Il y a l'Enfant Bleu aussi, qui est une asso que je soutiens. Que tu soutiens ouais, aussi. Voilà. Waouh! Elle ne fait pas mal cette claque en vrai, c'est juste sur le jingle. On t'a demandé de réfléchir aussi à une claque, et en préparant, tu m'as dit c'est une double claque. C'est un aller-retour. Exactement. C'est une claque qui est une claque pro et perso. En fait, Easy Picky a la particularité d'avoir été fondée par un couple. Donc en fait, j'ai fondé cette boîte avec mon mari. Renaud Pacul. On était hyper complémentaires, et surtout on a toujours eu le sentiment que en faisant ça en couple, on était condamnés à réussir, en fait, parce que nous derrière il y a plein d'autres choses. On avait des enfants, on avait notre famille, enfin voilà. Et donc en fait, au-delà du fait qu'on se connaît très bien, puis de toute façon il y a plein de belles histoires d'entreprises qui ont été fondées par des couples. Je te confirme. Voilà, mais c'est vrai que nous, on l'a toujours vu comme un énorme atout. Alors, je sais que c'est pas du tout le temps perçu comme ça, notamment parfois dans le milieu des VC, c'est quelque chose qui peut interroger. Mais toujours est-il que, par pragmatisme familial, au démarrage, Renaud a été le premier à lâcher son emploi salarié. Et moi, je l'ai rejoint très vite. Et donc, j'avais donné ma démission en janvier 2020, et je commençais du coup pleinement chez Easy Picky. Donc je travaillais déjà quasiment à temps complet pour Easy Picky. J'ai mis ma première signature d'email le 1er mars 2020, et on a été confinés le 15, et on avait 2 enfants de moins de 3 ans à l'époque. Et donc il y a eu un espèce de vent de panique. Je nous revois devant l'annonce présidentielle du confinement, où en fait, Renaud ne se payait pas à l'époque, moi aussi, mais ça devait être très temporaire. On était sur le point de réussir à sortir. On avait déjà des salariés qu'on payait, mais donc nous deux, on avait fait le choix de ne pas se payer. Il restait que quelques mois à ce rythme-là, voilà. Mais là, du coup, il y a eu cette espèce de télescopage de responsabilité de parents, de se dire, en fait, il va falloir non seulement gérer nos mômes, mais pouvoir leur assurer un quotidien, alors que finalement, ce qu'on s'était imaginé en termes de rentrée d'argent, de capacité, ça allait pas se faire tout de suite. De responsabilité vis-à-vis de nos salariés, ça semble quand même un peu hors sol maintenant, mais en fait nous on faisait pas du tout de télétravail, enfin voilà, donc il a fallu équiper tout le monde, mettre au point plein de trucs pour qu'on puisse tous télétravailler, et en même temps on était sur le point de signer notre premier gros contrat avec Danone du coup, mais forcément il y avait un côté un peu attentiste. Danone nous dit attendez,
Là, on sait pas trop quand même, parce que nous, on fait un truc dans les magasins. Or, les magasins sont en train de fermer. Donc, en fait, est-ce qu'on veut vraiment appuyer tout de suite sur le bouton? Voilà, bosser avec vous. Non, c'est pas possible. Enfin, là, il y a un coup du destin. Et en fait, ça a créé une forme de grande créativité chez nous. Et puis aussi un peu de prise de recul, de se dire, en fait, c'est comme ça. Et voilà, et on va essayer de rebondir. Et puis, si finalement c'est trop dur, c'est pas non plus, on joue pas notre vie. Enfin, on continuera d'être vivant. En fait, on continuera de kiffer, vivre où on kiffe. Et voilà, donc ça a été à la fois extrêmement déstabilisant, extrêmement stressant, mais aussi ça nous a montré qu'on pouvait vraiment aller puiser des ressources assez inestimées en nous, et aussi pour faire face avec un peu de tranquillité à des salariés qui paniquaient. Enfin, tout le monde paniquait, mais en fait, on a leur dire, nous aussi, en fait, on panique. Vous savez quoi? Nous aussi, on n'est pas en PLS, mais pas loin. Mais vous allez voir, ça va bien se passer. Et du coup, ça a été quand même très, très riche d'enseignement. Voilà. Et tu me disais que à l'époque, et jusqu'à peu, vous ne communiquiez pas sur le fait que vous étiez un couple dans la vraie vie aussi. Ouais, on est un couple dans la vraie vie aussi. Ouais, c'est pas forcément quelque chose qui... sur lequel on avait trop envie de s'étendre. Après, nos salariés et beaucoup de nos clients, en vérité, le savent. Mais finalement, maintenant, plus j'y réfléchis, plus je trouve que c'est assez constitutif de l'aventure d'Easy Peaky. Cette grande complémentarité et ce côté solide. Mais toutes les associations se doivent d'être solides. Mais là, encore une fois, ça dépasse tellement le spectre professionnel. On joue, si nous demain notre couple venait à être mis en question, il y a beaucoup plus que l'aventure professionnelle qui est derrière. Et ça donne beaucoup de prise de recul, ça donne en fait beaucoup d'air. Oui. Voilà. Et puis finalement, d'entreprendre en couple, il y a beaucoup de choses qui se font plus vite. Absolument. Parce que, on se comprend, on peut pas laisser un truc sous le tapis. Non. Parce qu'on se voit le soir. Ouais, exactement. Et du coup, il faut se coucher pas fâché, parce que sinon c'est trop compliqué. Ouais, absolument. Enfin, moi, je trouve que c'est beaucoup plus une richesse qu'un problème. Beaucoup, beaucoup plus. Je te rejoins complètement sur ce point. Voilà. Je propose qu'on passe à la dernière rubrique de ce podcast. Carte blanche pour 40 nuances de Next. C'est le moment où je te laisse le micro. Merci. Moi, j'avais envie de parler à cette carte blanche, quelque chose qu'on n'entend pas trop dans la tech. J'avais envie de parler de mon amour du terroir et en fait et de la ruralité, parce que c'est un contexte dans lequel j'ai grandi. Et c'est un contexte qui, je pense, m'a été hyper bénéfique. Déjà, ça donne une enfance très libre, en fait, de grandir à la campagne, au milieu des animaux. Ça donne aussi, je pense, une enfance très débrouillarde. On apprend à faire plein de choses. On apprend aussi l'importance du temps long, le rapport à la terre, des choses qu'on a tendance un peu à oublier, je pense, de nos jours et dans la tech. Et voilà, et c'est quelque chose sur lequel j'ai toujours encore plaisir à revenir, puisque moi, j'ai fait le choix d'entreprendre. Alors, Montpellier, c'est loin d'être la campagne, mais moi, à titre perso, j'habite vraiment dans un petit bled. Et je trouve qu'on devrait... alors, je sais pas si on devrait faire des stages, mais par exemple, maintenant, sur ce sujet, notamment d'enfance, il y a de plus en plus d'écoles... il y a des écoles qui proposent l'école dehors, quelques fois par mois, voilà. Et en fait, c'est aussi hyper riche d'enseignement. Et voilà, je trouve que le terroir et les campagnes ont parfois pas mal de choses à nous enseigner sur l'importance de la patience aussi, l'importance du travail. Vous voyez, même dans des sujets de récolte. En fait, des fois, ça foire. En fait, des fois, vos semis, ils prennent pas, voilà. Quelquefois, à cause d'éléments extérieurs. Exactement. Sur lequel vous n'avez pas de prise. Et il faut quand même rebondir, il faut quand même y aller, voilà. Et ça, quand on prend un tout petit peu de recul et qu'on observe ça, on se dit, en fait, c'est hyper puissant comme enseignement.
Voilà. Et il y a beaucoup de similitudes avec le monde de l'entreprise finalement. Ouais, de toute façon, même, je pense que les agriculteurs, c'est les meilleurs des entrepreneurs. Enfin, c'est clair. Voilà. Donc, absolument. On a fait un super podcast avec Clara Hardy sur ce sujet-là, qui, elle, a un pied dans les maisons de luxe et un pied dans les champs, dans les Cévennes, parce qu'elle a refait une filière du verre à soie en France. Trop bien. Et on avait ce sujet de l'agriculteur, du paysan, en fait, qui, au-delà de nourrir un pays, a un vrai rôle d'entrepreneur. Ouais, et on absolument. l'oublie souvent, en fait. Et on les entend trop peu souvent sur ces sujets-là. Génial. Voilà. Donc, je vous invite à écouter aussi ce podcast avec Clara. Merci beaucoup pour ce témoignage sur le terroir, parce qu'on en a besoin. Alors, en t'écoutant, je me dis, l'école dehors, moi, mes filles, elles seraient entre 4 murs à Paris, parce que c'est terrible. les cours d'école à Paris sont terribles. Et moi, quand j'étais petite, ma cour d'école, elle donnait sur une forêt. Et trop bien. C'était trop, trop bien. Ouais. Voilà, donc je n'ai pas grandi à Paris, comme vous l'aurez compris. Si toi, on t'avait demandé de choisir, à ton tour, comme Julien l'a fait, une sista, tu aurais choisi qui et pourquoi ? Je pense à une fille que j'ai rencontrée il y a longtemps. Elle hésitait à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle s'appelle Colline Cinquin. Elle a lancé une boîte qui s'appelle Omedom. C'est une app qui permet de gérer un portefeuille de locatif, par exemple, de patrimoine, etc. Et en fait, je revois cette session où elle posait plein de questions, etc. Et maintenant, je la suis sur les réseaux. On se connaît pas beaucoup, mais je trouve qu'elle a toujours des prises de parole hyper intéressantes. Elle est basée à Albi aussi, donc pareil, un entrepreneuriat local, mais ça l'a pas empêché d'aller faire le CES à Las Vegas, voilà. Et je trouve cette fille et sa démarche super chouette. Donc voilà, je suis très contente de la mettre en lumière. On la taguera et on regardera de près ce qu'elle fait. Juste avant de nous quitter, j'ai une dernière question. Quelle serait pour toi ta décision la plus courageuse que tu aies eu à prendre, ou que tu as prise d'ailleurs? La plus courageuse, ça a été de se séparer de salariés au bon moment, qui est en fait jamais le bon moment pour personne, mais il y a un moment, il faut quand même y aller. C'est des décisions sur lesquelles on est souvent très seul, je pense, en tant qu'entrepreneur. Et pourtant, en fait, il faut trancher dans le vif du sujet. Et c'est jamais simple. On le fait jamais de gaieté de cœur. Et voilà. Et pour moi, c'est une forme, il y a une forme aussi de courage de réussir à prendre cette décision-là au bon moment pour tout le monde et de la bonne façon, même si c'est pas simple. En effet, on ne prend pas que des décisions faciles et il faut quelquefois laisser l'émotion aussi de côté quand on doit gérer ce genre de sujet. Marine, mille merci de t'être confiée à mon micro ce matin, d'avoir bravé les transports parisiens pour arriver. Du coup, on embrasse Jade. Ouais, tout à fait. Jade, fondatrice de Womentage, Jade Francine. Et à très bientôt. Merci. Sur un autre de nos médias, peut-être, ou dans la communauté Feuille Blanche. Tout à fait. À bientôt. Je vous invite, si vous avez aimé ce podcast, à laisser un commentaire, à liker, à partager et en parler au plus grand nombre. Ça nous fera gagner la guerre des algorithmes. À bientôt. Feuille Blanche. 40 nuances de Sista.